Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, attaque à main armée à Diagali, des présumés auteurs arrêtés par la gendarmerie de Linguère. D'autres membres du groupe sont toujours traqués. Les détails dans cette édition. Autour de Pastef, Ousmane Sonko se désole de la présence massive des forces de l'ordre dans les rues de Mbour. Après son passage mouvementé hier à Joal, le leader de Pastef était à Malicounda aujourd'hui. L'État doit arrêter l'intimidation selon Malick Gakou du Grand Parti. À la une également, ce rapport de l'ex-Africa, l'ONG pointe les risques économiques et environnementaux du grand tortue Ahmeyim entre le Sénégal et la Mauritanie. On vous explique tout dans cette édition. Et puis en sport, trophée Socrates 2022, Sadio Mané, premier lauréat de l'histoire. Le trophée Socrates récompense l'engagement social d'un footballeur professionnel. Sadio primé pour son implication au Sénégal. L'affaire avait secoué tout le village de Diagali, c'est dans le département de Linguère, la mort d'un homme au cours d'une violente attaque à main armée. Des présumés auteurs ont été arrêtés. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Les populations de Diagali peuvent pousser un grand ouf de soulagement. En effet, les éléments de la brigade de gendarmerie de Linguère ont réussi un grand coup de maître. Ils ont arrêté au moins 4 personnes qui faisaient partie de la bande qui avait attaqué et tué un commerçant à Diagali, répondant au nom de Eliman Baradja. Ces malfaiteurs avaient aussi blessé plusieurs individus et emporté au moins une dizaine de millions de francs CFA. La dite attaque s'était produite dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 octobre 2022. Elle a été menée par des individus encagoulés armés jusqu'aux dents. Actuellement, renseignent toujours nos sources, les Pandores sont à la recherche des autres membres de la bande qui ont disparu dans la nature. Même si leurs identités ne sont pas encore connues, ils sont tous placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Linguère en attendant leur déferment au parquet régional de Louga. Merci Moustapha. Dans l'actualité politique, Ousmane Sonko poursuit son émecoutour. Après son passage mouvementé hier à Joal, le leader de Pastef était à Malicounda aujourd'hui. Sonko se désole de la présence massive des forces de l'ordre dans les rues de Mbour. Voyons tout cela avec Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Sonko débute son émecoutour dans la commune de Malicounda et fait un bilan à mi-parcours plus ou moins positif. Mais après Bang Fadjal, Nguyen, Fadjout et Joal, des renforts de la brigade de gendarmerie de Mbour ont lancé des lacrymogènes sur le cortège pastéfien. Nous sommes venus rendre visite au chef du village. Nous sommes en train de sillonner un peu la commune de Malicounda. Pas trop mouvementé, ça a été relativement mouvementé. Selon le leader du PASTEF, il n'était pas nécessaire de mettre en place tout ce dispositif sécuritaire dans les rues de Mbour. Ça ne sert à rien de mobiliser tout un dispositif comme ça. Il faut se poser la question du coût financier pour le trésor public. Parce que vous savez que tout ce que vous avez vu ici sont des rapports acheminés de Thiès, paraît-il, et de Dakar. Et hier, le monsieur avec lequel on s'est entretenu est un colonel. Vous savez que pour mobiliser un colonel, il faut qu'il soit à la tête d'un détachement au moins de 400 éléments. Et ça, c'est uniquement la gendarmerie, compte non tenu de la police. Est-ce que ça sert à quelque chose de mobiliser autant de troupes, de mettre beaucoup d'argent pour le carburant, pour les déplacements, etc. pour une petite tournée de proximité comme cela? Ousmane Sonko persiste et signe, rien ne va changer du programme qui était prévu pour son séjour à Mbour. Peut-être une paranoïa qui ne se justifie pas de la part des tenants du pouvoir et que personne ne peut nous empêcher de faire ce que nous sommes en train de faire. Et les 8 jours que nous avons prévu de passer dans le département de Mbour, nous les ferons pleinement avant de continuer la tournée vers d'autres départements. Après Malicounda, Ousmane Sonko et ses sympathisants comptent faire le tour des autres communes du département de Mbour jusqu'au 23 prochain.
Et pour un autre leader de Yewwi Askan Wi, Malick Gakou, l'État doit arrêter l'intimidation. La liberté d'aller et de venir est garantie par la Constitution. Voici Malick Gakou interrogé par Mamadou Fall. Au Sénégal, l'expression des libertés est toujours bafouée sous le régime du président Macky Sall. Mais en fin de compte, le président Macky Sall doit savoir que nous ne lui avons pas confié ce pays-là pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et trop c'est trop. Il est inadmissible et inacceptable que le droit à la marche, le droit à la manifestation consacré par notre Constitution soit quotidiennement bafoué par l'État du Sénégal et par le président Macky Sall. Nous venons lui dire que trop c'est trop et que nous n'allons pas accepter l'inacceptable. Nous avons le droit de marcher, nous avons le droit d'aller voir les populations, nous avons le droit d'aller échanger avec les populations et personne, à commencer par lui, ne peut empêcher à l'opposition l'expression de ce droit-là. Partout, quand vous allez entonner dans le Sénégal, on vous arrête, on vous intimide. Mais pourquoi? Je voudrais, à cette occasion, marquer ma solidarité totale et entière au président Ousmane Sonko et à l'ensemble du PASTEF pour ce qui s'est passé hier. Parlons éducation à présent, risque de perturbation dans le secteur de l'enseignement. Le syndicat autonome de l'enseignement et de la formation SADEF va dans les prochains jours organiser une marche. L'objectif, exiger du gouvernement le recrutement des enseignants dits décisionnaires. Baïsar, le secrétaire général avec Dissa Prera. Il y a des enseignants décisionnaires qui sont dans une situation misérable, délicate. Hier seulement, ils ont voulu organiser un sitting, mais que le préfet de Dakar l'a interdit. C'est pourquoi nous condamnons vigoureusement l'attitude du préfet de Dakar, parce que le Sénégal est un pays démocratique. Il y a les libertés individuelles et collectives qui sont garanties depuis la loi fondamentale. Si d'honnêtes citoyens se lèvent pour manifester leur courroux, l'État doit les encadrer pour leur permettre de faire leur manifestation. Mais ici au Sénégal, on constate que l'autorité également fait d'abus de son pouvoir pour interdire à tout % des sittings ou des marches. Et c'est pourquoi nous, au SADEF, nous condamnons l'attitude du préfet, mais nous allons les organiser dans un court temps pour organiser une marche pour dénoncer de vive voix l'attitude du préfet, mais également exiger du gouvernement du Sénégal le règlement définitif de cette question. Et il faut dire que tant que la situation des décisions n'est pas réglée, la stabilité également sera toujours problématique dans ce pays-là. Parce que nous ne pouvons pas, en tant que responsables de syndicats, regarder nos camarades souffrir dans cette misère et croiser les bras. Et c'est pourquoi nous interpellons ici le président de la République pour que des mesures appropriées soient données à son gouvernement pour que cette situation soit réglée définitivement. L'actualité, c'est aussi ce rapport de l'ex-Africa sur les risques environnementaux du Grand Tortue Ahmeyim, le gisement de gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. Selon le rapport, l'exploitation aura un impact néfaste sur l'environnement, mais aussi sur l'activité économique des pêcheurs qui évoluent dans cette zone. Explication Fatou Bintou Conté. C'est dans un rapport présenté par l'ex-Africa dans le cadre du projet GTA, il a été démontré que ce gisement gazier présente des impacts négatifs sur l'environnement dans la région de Saint-Louis. Il y a d'abord la question de la pollution de l'air qui est clairement identifiée, mais aussi il y a les impacts sur l'environnement direct marin et surtout aussi de la faune marine. Qui sont également identifiés et aussi d'autres formes de bruit, de pollution sonore qui se font dans les installations et l'exploitation. L'étude d'impact révèle aussi que sur le plan social, les populations dont leur principale source de revenus provient de la pêche commencent à subir les contre-coups de ces installations gazières. Énuméré à 70 000 pêcheurs qui vont quotidiennement en mer, dont il y a des menaces sur la réduction donc, de leur activité et forcément de leurs revenus. Et également, ces risques sont étendus à plus de 700 000 personnes qui travaillent autour des activités économiques qui constituent leur moyen d'existence depuis très longtemps et qui sont véritablement menacés aujourd'hui. Ce qui forcément va engendrer des problèmes de sécurité selon le rapport. Mais également beaucoup de pression aussi sur les services de sécurité qui devront être beaucoup plus présents et puis sollicités dans les zones. Déjà,
les rapports de performance montrent des situations, même s'il n'y a pas de cas alarmants déclarés, mais encore que ces rapports sont produits par BP, c'est-à-dire l'entreprise qui exploite, voyez-vous, et qui signale tout simplement quelques situations où il y a eu des filets de pêche qui ont été bloqués en zone interdite, etc. Il y a eu des interventions. Ces populations qui vivent autour de ces installations, selon l'Ex-Africa, doivent bénéficier d'un minimum de compensation pour faire face à d'éventuels problèmes. Restons avec l'environnement toujours. Plusieurs menaces pèsent sur les zones humides et sur les oiseaux migrateurs. Des défis à relever. La réunion annuelle du réseau des oiseaux migrateurs et populations s'est tenue à Nangan Sambou. Les membres sont venus de l'Europe de l'Ouest et des pays côtiers de l'Afrique. Compte rendu Aminata Goudjabi, Abdou Karim Pey. Au Sénégal, les chiffres les plus importants d'oiseaux migrateurs se trouvent sur le parc national de Djoudj. Mais il y a également une population assez conséquente de ces oiseaux dans les départements de Fatick et de Foundiougne, dans la région de Fatick. Dans la région de Fatick, nous avons en premier lieu la réserve de biosphère du delta du Saloum qui comprend le parc et qui s'étend également vers la Gambie. Mais nous avons également de la réserve de Palmarin. Il y a d'autres réserves aussi telles que Gandoul. Et dans tous ces endroits, on trouve des oiseaux. Et il y a des organisations communautaires qui travaillent avec les parcs pour faire la conservation des zones humides et des oiseaux migrateurs. Au Sénégal, on dénombre environ 12 espèces d'oiseaux migrateurs. Le réseau des oiseaux migrateurs et populations a tenu sa réunion annuelle à Nangan Sambou, dans la commune de Fimela. Plusieurs défis à relever pour protéger ces oiseaux migrateurs. D'abord, il y a des défis qui sont liés au changement climatique. Les changements climatiques induisent des changements sur les sites où se trouvent généralement les oiseaux. Ça peut être sur la qualité de l'eau ou la disponibilité de la nourriture pour les oiseaux. Il y a également menaces qui viennent des activités humaines, que ce soit des activités agricoles, des activités de pêche ou d'autres types d'activités qui peuvent perturber l'existence et la reproduction des oiseaux. Et les acteurs travaillent pour prendre en charge l'ensemble de ces menaces. La rencontre est aussi une occasion de renforcer les capacités des acteurs sur la préservation des zones humides dans lesquelles vivent ces oiseaux, appelés également oiseaux d'eau. Le défi, c'est la sensibilisation. La sensibilisation à tous les niveaux. Sensibiliser les communautés locales qui sont généralement à côté de ces zones humides, de ces milieux ou de ces réceptacles de ces oiseaux migrateurs, mais aussi sensibiliser les États. Et c'est des zones d'importance capitale. C'est presque des zones qui reçoivent presque toute la diversité biologique. Maintenant, il faut voir comment essayer de protéger ces voies migratoires et les centres aussi migratoires. Parce que vous savez, aujourd'hui, les oiseaux participent avec eux à développer le tourisme, surtout dans nos zones. Parce que les oiseaux aussi c'est un décor, ça embellit. Le réseau des oiseaux migrateurs et populations s'intéresse aux zones humides de l'Europe de l'Ouest et les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Merci Aminata. Journée de la femme rurale célébrée ce dimanche. La ministre de la Femme et de la Famille a rencontré des femmes de Darou Khoudoss, c'est dans le département de Tivaouane ce week-end. Fatou Diané a évoqué avec elle la protection et l'autonomisation des femmes. Selon la ministre, les femmes détiennent la solution dans ce monde en crise. Compte rendu, Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Femme rurale, clé d'un monde sans fin, ni pauvreté, problématique et contribution des organisations de la société civile donne l'occasion au ministre de la Femme et de la Famille de célébrer la femme rurale, ici à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane. Comme elle l'a bien dit, son objectif est d'amener les femmes vers l'autonomisation sociale, économique et financière. Quelles qu'elles soient, agricultrices, transformatrices, pêcheuses, éleveuses, commerçantes, ménagères, etc. Elle nous offre aussi l'opportunité de faire le bilan des avancées de notre pays en faveur de la femme rurale, surtout d'analyser les défis et contraintes liées à leur protection et à leur autonomisation. L'autonomisation des femmes rurales, une préoccupation majeure du gouvernement du Sénégal. Oui, les femmes sont la solution. Nous devons dès lors, tout ensemble, maintenir cette bonne dynamique de solidarité, de réflexion et d'action pour assurer le suivi
des recommandations. Et dans cette perspective, nous ne devons laisser aucune femme en rade. Les femmes rurales venues de toutes les localités du pays ont discuté, posé des jalons sur l'autonomisation des femmes rurales face aux défis liés au contenu local et au changement climatique. Merci Chiranta. Dans l'actualité sportive, classement Ballon d'Or 2022, Sadio Mané classé deuxième derrière Karim Benzema. Sadio Mané classé donc deuxième, classement historique pour un Africain depuis le sacre de Georges Weah en 1995. Mamadou Fall. Sadio Mané a un point et un but d'entrée un peu plus dans l'histoire du football sénégalais. L'attaquant du Bayern de Munich est à la troisième marche du podium du Ballon d'Or 2022, remporté par le Français Karim Benzema. Un classement qui pouvait être plus haut si les champions d'Afrique avaient remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Le club anglais a perdu la finale 1-0 face au Real Madrid de Karim Benzema. L'international sénégalais peut également regretter la perte de la Premier League, le championnat anglais au profit de Manchester City qui devance Liverpool d'un petit point. Toutefois, en terminant deuxième au classement du Ballon d'Or, Sadio Mané devient une légende du football sénégalais et africain. La star des Lions est le premier Sénégalais à se hisser à cette place et le premier Africain sur le podium depuis Georges Weah, lauréat en 1995. Il n'en pouvait être autrement, le sacre de Karim Benzema était inévitable. L'avant-centre français de 34 ans est en effet auteur d'une saison exceptionnelle en 2022. Meilleur buteur de la Liga avec 27 buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 15 buts et 44 buts en 46 rencontres, toutes compétitions confondues. Meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, meilleur joueur de la Liga et joueur de l'année de l'UEFA. Sadio Mané classé donc deuxième au classement Ballon d'Or 2022, classement plutôt honorable. Et puis à noter également ce classement très honorable avec le trophée Socrates 2022. Sadio Mané, premier lauréat de l'histoire. Le trophée Socrates, vous le savez, récompense l'engagement social d'un footballeur professionnel, engagement noble de Sadio Mané qui est donc primé pour son implication au Sénégal. Bravo Sadio Mané. En sport toujours, football, première journée de la Ligue 1 tenue ce week-end. Belle entame du champion en titre Casa Sport, vainqueur 1-0 devant le Snaps de Thiès à domicile à Ziguinchor. Génération Foot est allé prendre les 3 points à Pikine en battant l'AS Pikine 2-0. À noter également les débuts plutôt réussis des promus Sonacos et Stade de Mbour. Le récit de Cher Sadi Boudiara. Un faible total de buts, le Casa Sport, le champion en titre qui débute bien, Génération Foot première leader, les faits saillants de la première journée de Ligue 1, saison 2022-2023. À domicile, le Casa Sport démarre la défense de son titre par une victoire. Le club de Ziguinchor s'impose devant Seneps Excellence de Thiès sur le score d'1-0. L'ASC Jaraaf, sa dauphine la saison dernière, se contente pour sa part d'un nul blanc face au promu, la Sonacos de Diourbel. Le Stade de Mbour, l'autre promu, fait mieux en dominant Guédiawaye FC, 1-0. Ce score phare de cette première journée sanctionne le match Teungueth FC AS Douane à l'avantage du club rufisquois, alors que l'autre rencontre sans but est l'affiche Linguère de Saint-Louis US Gorée. Le match le plus prolifique, le duel des académies, est remporté par Dakar Sacré-Cœur devant Djambar de Saly sur le score de 2-1. Le choc de la journée a tourné au profit de Génération Foot, qui est allé battre AS Pikine 2-0. Un résultat qui permet à l'académie de Denis Biram Ndao de mener le classement après la première journée. Un tour du championnat avec seulement 8 buts inscrits en 7 matchs, soit une moyenne d'une réalisation par rencontre. Première journée de motocross également tenue ce week-end. Un début marqué par de nombreuses difficultés, vous allez le voir pour les pilotes. Compte rendu, nous retrouvons Cher Sadi Boudiara. Du soleil, un parcours difficile et de nombreuses pannes. La reprise au Lagros du championnat du Sénégal de motocross n'était pas de tout repos pour les pilotes. Oui, c'est le début de la saison, c'est un peu difficile, on n'a pas encore de rythme, trouver nos marques, parce que Lagros c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de sable, c'est un peu comme mini Touquet quoi. Reprise du championnat vraiment compliquée,
avec une panne moteur, donc j'ai un quad de près et vraiment les autres là ils étaient au niveau quoi. Vraiment un bon niveau cette année. C'était pas mal, le terrain était bien dur, pour une première c'était bien cassant, mais on s'est bien amusé, il faisait assez chaud, tout s'est bien passé. J'ai une nouvelle moto donc au début il faut que je m'habitue, mais bon à part ça tout va bien. Une première journée marquée aussi par le petit nombre de pilotes participants en moto comme en quad, un fait qui ne manque pas d'explication. Au moment, comme c'est une première, on a eu des pilotes qui ont commandé des motos qui ne sont pas encore arrivés. C'est juste un petit déficit de pilotes, mais pas important. Et certaines motos ne sont pas prêtes. Et les autres, c'est des motos qu'ils ont commandées qui ne sont pas venues. Mais quand même, le plateau était conséquent. On était à peu près 17 à 20 pilotes sur la grille de départ. Bon, le début est un peu timide, mais ça nous donne vraiment de bonnes perspectives pour la suite de la saison. Parmi les nouveautés de la saison, il y a entre autres plus de courses au programme. On est passé de 8 courses à 9 courses avec des courses internationales où on va faire venir beaucoup de pilotes de l'étranger. Ensuite, on a nos pilotes qui vont représenter le pays sur le Touquet. C'est la plus grande compétition internationale de course de sable. Et on sera représenté par 3 pilotes du club. La deuxième journée de la saison de motocross est prévue dans 2 semaines au Lac Rose. D'ici là, les pilotes vont pouvoir se familiariser avec leur nouveau engin pour de meilleures qualités de course. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.